Alors, bienvenue. Nous sommes en février 2025 dans les studios, vous le voyez bien là, d'une radio sans but lucratif qui s'appelle cnv.ca. Et nous avons aujourd'hui l'occasion d'accueillir des invités prestigieux, et deuxièmement, d'aborder donc quels sont les échanges possibles entre un grand pays qui s'appelle le Brésil et son système de santé public et celui du Québec, les échanges pour améliorer l'accessibilité et le développement des services. Toute cette présentation-là est sous le chapeau, en quelque sorte, d'un organisme de collaboration entre les pays qui parlent portugais, ça peut vous sembler particulier, là, et les pays comme le Québec, pays ou une province comme le Québec, qui, donc, a comme en parterre commun la langue française. Alors, la Colufras, cet organisme de collaboration-là, c'est né d'une initiative entre les professionnels de la santé et je l'ai présenté au fur et à mesure. On va faire 45 minutes ou quelques 45 minutes au maximum de ce, comme on dit l'expression consacrée, le balado ou un documentaire, et qui pourra être diffusé aussi, donc, au Brésil. C'est pour ça que, constamment, là, on va alterner sur, oui, des questions et des réponses en français, mais on aura quelqu'un avec nous qui va nous faire également la traduction, soit du portugais vers le français ou du portugais vers le français ou le français vers le portugais. En somme, une émission bien simple, sous le chapeau de la conférence luso-francophone de la santé. Je vais la présenter, cet organisme-là, brièvement. Faut toujours économiser nos minutes, là. Et les invités que nous avons avec nous. Et je vous le dis, on a des invités prestigieux, mais pour nous, ce qui est le plus prestigieux, c'est les systèmes de santé publics qui constituent un patrimoine. Un patrimoine, ça signifie donc que c'est au cœur de la cité, du pays, ces systèmes publics de santé. On verra comment ça se présente dans un grand pays, le Brésil, 210 millions d'habitants, et par ailleurs avec des intervenants de premier niveau, un ministre, quand je dis ministre, il y a 27 États au Brésil. Chacun de ces États-là a un secrétaire d'État à la santé. Ça correspond à être ministre de la Santé. Quand j'emploierai le terme ministre de la Santé, ça correspond à secrétaire d'État à la Santé au Brésil. Alors, tout ça, donc, enregistré aujourd'hui, là, en février 2025, sous le chapeau de la Colufras, en collaboration avec cette radio qui va donner accès à ce document et aussi sur YouTube, là, on a avec nous le président, le premier intervenant, là, le président de la conférence luso-francophone de la santé, qui est un Brésilien, mais qui est aussi, je dois le dire, un amoureux du Québec et de la langue française, le docteur Fernando Cupertino, qui est lui-même un ex-ministre de la Santé d'un État du Brésil, il y en a 27, un État du Brésil, Goiás, et qui aujourd'hui est donc chargé des relations internationales, sauf mon erreur, au regroupement des ministres de la Santé du Brésil, et par ailleurs professeur à l'Université fédérale de Brasilia en termes de formation dans le domaine de la santé. Docteur Cupertino, d'abord, bienvenue. Vous allez nous expliquer en des mots encore plus économes que les miens, qu'est-ce que la Colufras, ce chapeau de collaboration, et comment c'est né et comment maintenant ça œuvre au niveau des systèmes publics de santé. Docteur Fernando Cupertino. Merci, professeur Trudel. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Et la Colufras, c'est une idée qui est née à la fin des années 80 au Brésil et surtout à partir des discussions que j'ai eues avec un ancien diplomate canadien au Brésil, Normand Asselin, qui est ici avec nous. Et nous, à ce moment-là, on avait des préoccupations de développer des échanges dans le domaine de la santé, mais sur un plan culturel. Parce que sur le plan culturel, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de développés, plus développés ou moins développés. Et comme ça, au fil de ces années, ces décennies, on a réussi à mettre en relation des chercheurs, des institutions, des gouvernements, et de façon à collaborer avec par le biais de ces échanges,
à améliorer, à perfectionner nos systèmes de santé respectifs. Je pense que c'est une grande contribution qui a fait et qui fait toujours la Colufras en vue de discuter la portée de ces systèmes publics de santé que nous devons défendre, comme vous avez bien mentionné, parce qu'ils sont un patrimoine de citoyenneté, soit au Québec, soit au Brésil. Alors, vous allez entendre la voix maintenant, justement, d'un cofondateur de la Colufras, Normand Asselin, qui est hors caméra, mais qui est au microphone pour traduire en portugais, résumé, ce que vient de nous mentionner le président de cet organisme, le Dr Fernando Cupertino. Alors, vous allez entendre la jolie voix de ce diplomate et maintenant vice-président de la Colufras, Normand Asselin. Alors, qu'est-ce qu'on dit en portugais? Bom, bem-vindos, é prazer estarmos com vocês e acompanhando o presidente do CONAS, o Dr. Fabio Baccheretti, assim como o ex-presidente, ele também do CONAS, o Dr. Fernando Cupertino. Très bien. Alors, donc, je vais me permettre d'ajouter qu'à la présentation du président, Dr Fernando Cupertino, c'est également, je vais l'appeler un grand virtuose, compositeur musical, interprète, etc. Alors, pour garder du temps dans notre émission, quand vous allez sur YouTube, vous avez juste à écrire Dr Fernando Cupertino ou encore plus simple Cupertino. Vous allez entendre des choses absolument magnifiques qui sont à l'origine de la composition, de l'interprétation du Dr Cupertino. C'est pour le dimanche matin en particulier, c'est un délice pour entendre ça, mettre la paix et le développement dans notre tête. Je vais vous laisser la parole, Normand Asselin, pour un peu traduire ce que je veux dire, les qualités de Dr Fernando Cupertino aussi. O Dr. Fernando Cupertino, além de ser grande médico e ex-ministro de Saúde do estado de Goiás, é conhecido no mundo como grande músico, compositor, intérprete. Ele gravou vários CDs, então é só digitar na internet Dr. Fernando Cupertino para ver a produção dele na área música. Merci Normand Asselin. Maintenant, je dirais, oui, le plus prestigieux de notre invité aujourd'hui, en termes toujours d'échange, de compréhension de la base de nos échanges, maintenant vous présentez le ministre de la Santé, le secrétaire d'État à la Santé, d'un État du Brésil, le Minas Gerais. Écoutez là, 22 millions de population, mais il est aussi le président d'un organisme, le Conseil national des secrétaires d'État à la santé, qui rassemble les 27 ministres, et qui inclut lui-même, et qui est un organisme très puissant au Brésil, dans le sens que c'est la concertation autour d'un système de santé public, dont on va parler quelques instants. Le docteur Fabio Baccheretti, puis qui lui a comme langue commune le partage, évidemment, le portugais. Mais on est tellement content qu'il soit avec nous parce que ils viennent de passer, ces invités-là, Dr Cupertino et Dr Fabio également, ils viennent de passer une semaine au Québec pour échanger sur les qualités, les développements des services dans un pays, puis par rapport au Québec et le Québec par rapport au Brésil. Bienvenue, docteur Fabio, on l'appelle tout docteur Fabio, c'est l'ami du Québec, on est content que vous soyez là. Dites-nous, docteur Fabio, quelle est la responsabilité que vous avez comme ministre de la Santé du Minas Gerais et abordez aussi comment fonctionne, c'est une grande question, comment fonctionne, je le dis, notez ce mot, le système unique de santé du Brésil, le SUS. Comment ça fonctionne, si on peut résumer, parce que j'ai eu l'occasion moi-même de fréquenter et des éléments du système, c'est absolument extraordinaire. Docteur Fabio, d'abord, bienvenue. On est heureux que vous soyez avec nous au Québec. Et dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'État du Minas Gerais, votre rôle de ministre de la Santé, dans un système qui s'appelle le système unique de santé, qui a beaucoup de concordance avec le système québécois. Docteur Fabio.
Bom dia, professor Trudel. É um prazer enorme estar com o senhor aqui hoje. Dizer primeiro que eu faço várias viagens em outros países, mas essa está me marcando muito ao Quebec, especialmente por dois motivos. O primeiro, por a gente poder aprofundar sobre o sistema de saúde do Quebec. Geralmente as nossas viagens são um pouco mais superficiais, mas esse grande acordo que nós temos entre o Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil e o Ministério de Saúde do Quebec nos propicia essas oportunidades. E o segundo ponto importante é dizer que nós, tanto no Brasil quanto aqui no Quebec, temos este patrimônio reconhecido pela população, que é um sistema público e universal de saúde. Então este é o primeiro ponto que vale destacar, e aqueles que nos ouvem e nos veem agora, saibam que o Brasil, mesmo sendo um país mais pobre, ele tem um sistema de saúde com a mesma ideia do sistema do Quebec. Isso nos aproxima e nos dá um compromisso nessa parceria de poder contribuir e poder também levar boas ideias ao Brasil. Mas fazendo um resumo sobre o Sistema Único de Saúde brasileiro, é um sistema com desafio grande, porque é o maior sistema universal de saúde do mundo, porque somos 220 milhões de habitantes, ou seja, um desafio grande com mais de 5.500 municípios. On va arrêter, on va laisser une chance à notre traducteur normal, mais on va continuer sur votre élan. Só um instante para o nosso tradutor. Sim, mas podemos continuar. Alors, M. Asselin, on va traduire l'essentiel de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, Dr Fabio. Est-ce que vous l'avez entendu? J'ai fait l'interprétation simultanée. Ah, je l'ai fait simultanément. Ah, cette organisation est phénoménale. Dr Fabio, allez-y sur votre élan, on est capable de vous suivre. Pode continuar, por favor. Obrigado. Então, o maior desafio brasileiro é conseguir levar a mais de 5.500 municípios uma saúde c'est au niveau des municipalités qu'on fournit des services de santé principalement. Alors il y a 5.000 équipes de santé au Brésil. É termos a porta de entrada na La porte d'entrée au Brésil, ce sont les soins de base. É uma diferença que nós temos aqui no Québec. La différence avec le Québec, c'est que nous avons au Brésil des équipes multidisciplinaires sur le terrain. Le système des agents communautaires de santé. Dividindo funções, mas integrada como uma verdadeira equipe. Et alors ces agents communautaires de santé qui habitent dans les communautés sont le lien entre la population et les équipes de santé. Ils s'occupent de promotion et de prévention dans le domaine de la santé. Et les services de santé sont donnés dans des cliniques publiques. Et à cause des agents communautaires de santé, il y a des liens très étroits entre les centres de santé et la population. Governo federal, estados e municípios. La santé chez nous est divisée entre le niveau fédéral, le niveau des États et le niveau des villes. Nós temos muito orgulho do Sistema Único de Saúde. On est très orgueilleux de notre système unique de santé au Brésil. Todo o nosso território, eu falo até na região amazônica, temos hospitais flutuantes, por exemplo, que fazemos cirurgias em cima de barcos. Então, um país certains centres de santé se trouvent sur des bateaux en Amazonie, par exemple. Nous essayons de vaincre les inégalités sociales à travers ce système. Alors, merci beaucoup. Je prends quelques éléments de votre présentation là pour par exemple, et je vais me tourner vers le docteur Cupertino pour dire, bon, premièrement, le système unique de santé publique universel au Brésil a été mis sur pied, sauf erreur, 1988-1989. Oui, 88, ça a été la Constitution fédérale, ouais. Et le système a été détaillé par une loi de 1970.
Ce qui fait une petite remarque qui est très importante, c'est donc le système de santé publique, il est constitutionnalisé. Il est dans la Constitution. Oui. Hein, la Constitution, d'où ce que vous avez employé comme expression tantôt, c'est une pièce du patrimoine national. Oui. C'est pas un organisme qui est né du hasard ou du contexte uniquement, là. Et la santé est inscrite sur le texte constitutionnel comme étant un droit de citoyen et un devoir de l'État. Ces deux éléments particuliers sont particulièrement inspirants pour nous au Québec parce qu'on parlait de la richesse des échanges, docteur Fabio le disait il y a quelques minutes, mais voilà un aspect qui pour nous représente, oui, une espèce d'idéal qu'il faudrait atteindre en même temps qu'il faut développer la base de l'accessibilité, de l'universalité des services en termes de prévention et aussi des soins primaires. Je vais ajouter ceci, puis on pourra revenir au docteur Fabio dans quelques instants. Vous l'avez entendu nous dire, là, et la traduction, que tous les services primaires sont dispensés au niveau du territoire municipal. Je vais vous dire franchement, moi qui étais un ex-ministre des Affaires municipales et à la santé, on croit rêver. On croit rêver. Ce sont les territoires, pas les municipalités, mais les territoires municipaux qui d'abord ont chacun un conseil municipal de la santé et qui sont dépositaires de tous les services à donner à la population au niveau primaire. 5570 municipalités. Comment ça fonctionne de façon pratique, là? Oui, surtout parce que les soins de santé primaire ou soins de première ligne, il y a certains auteurs qui l'appellent les soins de proximité. Ah oui. Et pour être proche, il faut être avec les gens. Donc, c'est pas raisonnable de penser qu'un ministère de la Santé dans la capitale, éloigné du territoire, éloigné de la réalité locale, soit capable de bien saisir les besoins de la population, les attentes de cette population. Donc, le système de santé au Brésil est décentralisé jusqu'aux municipalités et celles-ci ont la responsabilité de faire marcher les soins de santé primaire, qui sont basés sur un mode d'organisation qui s'appuie sur les stratégies de santé de la famille. C'est pas de la médecine de la famille. Et je suis médecin, hein? Oui. Et c'est santé de la famille parce que ça exige une équipe multidisciplinaire. Et dans cette équipe multidisciplinaire, les agents communautaires de santé jouent un rôle fondamental. Mais là, vous me faites rêver un peu, parce que moi qui ai présidé la mise sur pied des GMF, des groupes de médecine de famille, qui ne sont pas rendus aussi loin que ces lieux d'accueil dans la population et de service, mais voilà un aspect d'amélioration du système ici et de ce qui se passe dans la réalité dans un grand pays comme le Brésil, qui doit nous inspirer, puis il faut pour tout ça avoir des échanges. C'est en particulier une responsabilité de la COLUFRAS, justement, de soutenir ces échanges-là. Oui. Et si vous me permettez d'ajouter, les changements, les transformations démographiques et épidémiologiques nous imposent aujourd'hui une façon différente. C'est plus le temps de rester derrière un bureau en attendant quelqu'un malade qui arrive. Il faut aller à la rencontre des gens et de travailler ensemble pour éviter la maladie, éviter les complications, faire de la promotion de la santé. Comme ça, on va certainement, comme on réussit en quelque sorte à faire au Brésil, diminuer l'engorgement aux urgences, oui, et favoriser un niveau de santé et de bien-être des citoyens. Docteur Fabio, quelle est la responsabilité des agents communautaires de santé? La planification des services et la dispensation au niveau municipal, ça implique une catégorie d'agents qui sont à l'accueil et à la prévention et l'orientation. Quel est le rôle des agents communautaires de santé? Puis je mentionne évidemment un chiffre qui m'impressionne. Des agents communautaires de santé, ce n'est pas les infirmières, ce n'est pas les médecins, ce sont des gens qui sont pour l'accueil dans le système de santé. Ils sont très exactement 30 000 au Brésil. 300 000. 300 000, qu'est-ce que j'ai oublié, zéro ici? 300 000.
voilà aussi un autre objet d'échange, c'est-à-dire que la proximité et la proximité et la prise en charge du système, ça passe d'abord par une prise de contact entre des agents de santé communautaire. Quel est leur rôle dans le système de santé au Minas Gerais, par exemple? Bom, esse, sem dúvida nenhuma, é o que nos traz o nosso Sistema Único de Saúde como único em todo o mundo. Bom, o agente comunitário de saúde, ele é uma pessoa de convívio social num bairro. Então, professor Emílio, o senhor imagina, o senhor está na sua rua e aí próximo à sua casa você tem uma construção, um prédio onde se reúne uma equipe completa de saúde da família, temos um médico, um enfermeiro, um dentista, e o agente comunitário de saúde que conhece o senhor, conhece a história da sua família, conhece quais são as doenças que afetam a sua família e gera então uma forma de recebimento, de acolhimento das famílias, não focado apenas na doença. Isso é uma diferença. A ida ao posto de saúde não é uma ida apenas por doença, é uma ida para uma prevenção, para uma capacitação. Temos comumente os agentes comunitários de saúde fazendo palestras junto às pessoas que têm a pressão alta, diabetes, sobre uma boa alimentação, sobre a prática das visitas e também as visitas domiciliares. O agente comunitário de saúde vão atrás das pessoas, não atrás de uma doença, atrás de uma orientação. Il leur donne certaines orientations. Il s'occupe de la vaccination, s'assurer que c'est bien fait. On est un pays tropical avec beaucoup de maladies. La vaccination est importante. Alors, ces agents communautaires de santé sont un outil formidable pour se rapprocher des communautés, des familles. Essa equipe faz com que a gente tenha uma promoção em prevenção à saúde mais bem feita. Je rappelle que la voix hors champ que vous entendez, c'est celle de Normand Asselin, qui est vice-président de la Colifras également, et qui nous fait la traduction du côté du français, et avec la collaboration du Dr Cupertino aussi, de la traduction du côté du portugais. Dr Cupertino, ce que vient de nous mentionner le secrétaire d'État de la Santé de l'État du Minas Gerais, nous dit, les agents de santé communautaire, là, ce n'est pas juste pour l'accueil, c'est aussi comme la prise en charge de la prévention, je dirais, hors le malaise, avant que le malaise n'apparaisse. Et donc, c'est aussi de l'action sociale et communautaire, au sens véridique du mot, là, c'est-à-dire contact avec les familles, et c'est ça qui donne une espèce d'élément caractéristique du système de santé, puis je vais y revenir, mais je vais le mentionner tout de suite aussi par ailleurs. Mais les lieux d'accueil, bon, il y a le ministre, le secrétaire d'État de la Santé de l'État, mais il y a aussi, ce que je pourrais faire comme comparaison, des portes de CLSC, qui regroupent ces agents de santé communautaire et des professionnels de la santé. Il y en a 50 000 au Brésil, 50 000. Donc, alors, ces agents de santé communautaire, ce n'est pas pour accueillir lorsque le malaise se présente, mais c'est aussi, donc, je vous pose la question, le travail, disons, ante, pour faire de la prévention. Oui, évidemment, il faut travailler en amont. Il faut éviter que les gens deviennent malades. Il faut faire apprendre à se garder en bonne santé. L'alimentation saine, la pratique régulière d'exercice physique et des bonnes habitudes de vie, en fait. Et plus que ça, nous savons très bien qu'aujourd'hui, le rôle que jouent les déterminants sociaux de la santé sont fondamentaux sur le niveau de santé et bien-être d'une personne. Et donc ces agents sont capables d'identifier les éléments, les déterminants sociaux de la santé qui sont impliqués dans les processus santé-maladie de cette communauté-là. Et comme ils accompagnent un nombre déterminé de familles, chaque agent de communauté a sur sa responsabilité un nombre de familles. Donc il connaît toutes les familles
par nom, par adresse. Il rend une visite, au moins une visite à domicile par mois. C'est pas seulement pour vérifier la maladie, mais c'est pour faire de l'éducation en santé, des promotions de la santé, évidemment, en cherchant par exemple une femme enceinte qui n'est pas venue faire son accompagnement prénatal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va l'aider à reprendre son rythme à la consultation prénatale. Les carnets de vaccins des enfants, pourquoi il n'est pas complet? Donc il faut récupérer ça, il faut rattraper ça. Donc c'est ça le rôle de l'agent de santé. C'est pas une équipe qui reste dans l'attente de quelqu'un qui arrive, mais il faut travailler d'une façon proactive auprès des communautés. Alors, dans ce sens-là, on pourrait dire, c'est ma petite pointe de ce côté-là, on avait à l'origine, disons, de la mise sur pied du système de santé publique au Québec, et sous l'inspiration, je dois le dire, en particulier au cours des ans du docteur Jean Rochon, qui est une sommité non seulement à l'OMS, mais qui est une sommité dans le monde, dans lusophone, là, qui est une référence. On s'est un peu perdu, mais on n'est pas ici pour faire une critique du système et dire c'est ça l'esprit fondamental d'un CLSC. Ce n'est pas d'attendre le malade, mais d'aller vers les personnes pour en arriver à faire de la prévention, et la prévention sur des aspects très concrets de la vie des familles. Lorsque j'ai eu l'honneur et la joie d'accueillir le Dr Rochon en sa visite au Brésil, il a été rendre visite à ces gens de stratégie, de travail. C'est exactement ça qu'il m'a dit, mais c'est notre modèle de CLSC que vous avez mis sur pied. Dans ce sens-là, moi, je peux me permettre aussi, je veux me permettre de dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et lorsqu'on a des modèles, par exemple, qui se vivent dans un grand pays comme le Brésil, il y a encore des gens, d'ailleurs, en parenthèse, qui disent d'un pays qui sont d'une autre époque, qui disent c'est un pays en développement. Non, on n'est pas dans un pays en développement, on est dans un pays de la modernité, du service, avec un acquis social extrêmement important, le patrimoine, comme le service de santé publique comme patrimoine. Docteur Fabio, pour les personnes, les citoyens, pour entrer dans le système, vous avez donc une série, je dirais 50 000, je vous ai entendu ça, je vous ai entendu à une rencontre qui m'a complètement renversé. Des portes d'entrée de type CLSC, là, des travailleurs de santé communautaire, d'autres professionnels, il y en a 50 000. Ben oui, mais pour une population de 210 millions. Quelle est l'importance, est-ce qu'on l'entrée dans le système se fait par ces portes d'organismes de santé communautaire qu'on appelle CLSC ici, mais qui portent un autre nom, évidemment, au Brésil. Isso mesmo, professor. Na porta de entrada é a atenção primária. Temos o acolhimento de toda uma equipe e que, se precisa de um atendimento a curto prazo, consegue já marcar com o seu médico de família. Mas muitos dos casos, a equipe multidisciplinar consegue resolver a maior parte das necessidades. Um enfermeiro da família, bem capacitado, consegue fazer isso, e um agente comunitário de saúde. Muitas vezes as pessoas vão até o posto de saúde em busca de um exame, em busca de uma necessidade de renovação de uma receita. Então, nós conseguimos fazer isso desonerando um pouco o dia a dia do médico, para que o médico, de fato, seja responsável pelo atendimento na necessidade em que é insubstitutível. Então, este uma grande diferença. E é importante dizer que toda vez que o paciente ele migra para outro, a gente chama de outro nível de atenção, por exemplo, para um especialista, para um hospital, essa informação tem que voltar ao posto de saúde, porque é lá na equipe de saúde da família que tem que se concentrar as informações de toda a experiência do paciente. Sabendo que a ida ao hospital tem que ser uma ida rápida, necessária, mas a informação tem que voltar para fazer parte de todo o histórico do paciente. Então, a atenção primária, de fato, é onde a população, perto da casa dele, coloca aquilo como o local de acolhimento, porta de entrada. Un autre aspect qui nous interpelle dans le système public de santé au Québec ou au Brésil, c'est
la présence du secteur privé. Du secteur privé. Des professionnels, médecins en particulier, sont toujours tentés d'aller vers le privé parce qu'en particulier, il y a une classe moyenne au Brésil qui a, on dit là, c'est une bonne référence, là, qui ont les moyens monétairement d'avoir accès. Et puis, donc, il s'est développé aussi. Comment vous conjuguez au Brésil, au système unique de santé, la présence, inévitable, je veux dire, du secteur privé, en gardant le leadership et la base du système public de santé comme élément essentiel? Comment vous traitez ça? Como é que vocês tratam isso? Nós temos diversas experiências do privado junto do sistema público de saúde. É muito importante. Apesar de termos a participação do privado, isso de forma nenhuma muda o nosso olhar em que é um sistema público, em que as diretrizes e o financiamento seja público. Nós temos a atenção primária, por exemplo, vários postos de saúde que são modelo PPP, parceria público-privada, onde toda a construção do prédio é feita pelo setor privado e a manutenção do prédio também. Nós falamos de porteiros, de compra de medicamentos, do dia a dia sendo privado, mas a assistência sendo por profissionais contratados ou concursados pelo agente público. Mas os hospitais, em especial, nós temos a descentralização da gestão, chamamos de organizações sociais. Essas organizações sociais, elas são sem fins lucrativos e elas são contratadas pelo setor público, cobrando-se indicadores e metas e mantendo todo o sistema de atendimento gratuito e universal. E há uma percepção já, com mais de uma década de experiência, em que o acesso é maior e os resultados e indicadores melhores, com custo menor. Geralmente conseguimos fazer melhor com o mesmo custo histórico, com a utilização do privado na gestão do dia a dia do sistema de saúde. E os hospitais sem fins lucrativos e as fundações sem fins lucrativos, ela consegue, junto à sociedade civil, outras receitas importantes. E isso faz com que seja viável e uma receita extra com uma entrega melhor para a população. Un élément donc important, puis je vais demander à Fernando en français de faire la précision, donc c'est toujours la primauté du service public qui doit être mise en cause ou qui est en cause lorsqu'il s'agit de médecins, par exemple, ou des cliniques privées pour développer des services privés. On doit d'abord considérer les objectifs du système public de santé et comment le secteur privé doit, s'il en est, contribuer aux objectifs du système public de santé. Lorsque le système privé est appelé à participer, il le fait selon les règles établies par le public, par les systèmes publics. Donc, au moment d'élaborer le mode de travail, le contrat, etc., il faut que les gestionnaires publics, c'est-à-dire les systèmes publics, soient capables de bien fixer les objectifs et de bien définir les modes d'accompagnement de ces objectifs. Il ne s'agit pas de laisser la chose entre les mains du privé tout simplement. Il faut fixer les règles, il faut fixer les objectifs selon une politique gouvernementale bien définie. Le ministre de la Santé du Québec, M. Dubé, ça doit être de la musique à ses oreilles d'entendre cette façon d'aborder l'existence du secteur privé, mais au service d'un système public de santé. Ça, c'est comme fondamental. Un autre aspect qui m'interpelle aussi beaucoup, puis ça nous sert à la fois d'inspiration, même de modèle, je dirais, de confier des institutions publiques à des organismes de sans but lucratif, des OSBL. Et en particulier, j'étais comme très impressionné par la gestion dans son état, le Minas Gerais, par le docteur Fabio, comme ministre de la Santé, secrétaire d'État de la Santé, de confier, pour une image claire, là, confier un hôpital à un organisme de santé, un OSBL. C'est comme inespéré, je dirais. Institutions sans fin lucratif. Bien, c'est une bonne expérience déjà au Brésil, et ces gens de travail en partenariat, je dirais, avec le secteur privé à but non lucratif,
parce que le public, en tant que tel, il ne dispose pas de tous les services nécessaires pour offrir à la population. Ouais. Donc au départ, la Constitution a même fait allusion à la possibilité de participation complémentaire du secteur privé, d'abord le privé à but non lucratif. Et donc, il faut, dans ce sens-là, établir des objectifs bien définis et également formuler un mode d'accompagnement de façon à que ces objectifs soient bien atteints e avec une garantie de qualité de l'offre de service. Eu posso complementar? Eu queria destacar que a população, ela não se importa muito com o modelo de gestão. Ela se importa com o atendimento de qualidade e rápido. E que ela tenha uma melhoria da qualidade de vida, de saúde. Então, eu acho que é sempre bom trazer este fato que o nosso foco tem que ser o usuário, o paciente. É ele que é o nosso foco. Nos aventurar um pouco mais, sem perder as nossas premissas. Um sistema gratuito, universal, e que a gente olhe ao paciente como protagonista do seu cuidado. Ele sendo o dono do seu cuidado. Ele participe e, obviamente, como nós pensamos no Brasil, que todo esse cuidado seja iniciado, a gente fala com matriciamento a partir da equipe de saúde da família, lá perto da casa ça, c'est l'équipe de santé de la famille qui donne les grandes orientations. Le système public de santé, comme c'est un organisme en quelque sorte dirigé par un organisme sans but lucratif, là, eh bien, l'intérêt n'est pas de multiplier au privé les services, parce que le Brésil, comme les autres États, comme le Québec, on arrive assez rapidement au bout de nos ressources financières. Et c'est pour ça que j'adore le mot de la complémentarité qui vient d'être prononcé par le docteur Fabio, parce que oui, il peut y avoir donc des éléments complémentaires pour le service, mais à l'intérieur d'objectifs définis par l'État, par les responsables. Alors, on arrive à dire, bon, c'est pas exclure le privé complètement, mais il faut agir selon des règles du système unique de santé. C'est bien comme vous dites, la participation doit être complémentaire, et complémentaire dans le sens de aider, d'apporter une contribution importante à ce qui a été défini par le public. Parce que légalement, c'est l'État qui a la responsabilité d'offrir les soins de santé. Je veux non pas retourner en arrière, mais je vais aborder, parce que le temps file rapidement. J'en perds même mon chronomètre, tellement je suis emballé par la conversation que nous avons. Je veux revenir sur le rôle du Conseil national des secrétaires d'État de la santé, le CONAS, comme on dit là, dont vous êtes le président. Vous êtes ministre, secrétaire d'État de la santé de l'État du Minas Gerais, mais par ailleurs aussi vous présidez. Mais ce n'est pas qu'un regroupement, qu'un club social, le CONAS. C'est un interlocuteur très important de l'État pour l'affectation et l'orientation des ressources. Vous présidez cet organisme-là, donc il y a comme un organisme intermédiaire, c'est comme un manomètre. Une espèce de manomètre. Pour, bon, comment on va dessiner la participation, les objectifs du système de santé publique, mais aussi faire une espèce de rôle de pression avec la connaissance de ce qui se passe dans les autres. Vous avez mentionné tantôt, par exemple, que dans les 27 États, il y a, par exemple, l'Amazonie, les problématiques ne sont pas les mêmes, évidemment, dans un grand espace comme l'Amazonie par rapport au Minas Gerais ou à Sao Paulo, etc. Quel est le rôle du Conseil national des secrétaires d'État à la santé et quelle est l'influence qu'il a dans le système? Bom, professor, Trudel, é importante dizer que o Conselho Nacional de Saúde nasceu antes do Sistema Único de Saúde. É interessante dizer isso. E o Conselho, ele tem papel de reunir 27 ministros de saúde, como seria chamado aqui, e fazer uma discussão de achar um caminho, um denominador comum do planejamento e das ações vinculados ao SUS. Isso num país muito heterogêneo, com realidades muito distintas. E esse é o grande diferencial.
Il y a beaucoup de pression. Le Conseil, le CONAS est un organisme politique qui, lui, est appelé à demeurer. C'est permanent. Alors, c'est un protecteur du système public de santé d'une certaine façon. Na base do sistema de saúde. Então, tanto o Conselho Nacional de Secretários de Saúde quanto de secretários municipais de saúde são mais perenes, não são vinculados. Alors, c'est la même chose pour les conseils municipaux de santé qui constituent, ils ont leur propre organisation. Alors, les deux, le Conseil des ministres de la Santé, le Conseil des secrétaires à la santé des municipalités travaillent ensemble avec la même, dans le même esprit. Formulação e das pactuações das políticas nacionais de saúde. Isso traz uma proteção, essa governança que nós temos no Sistema Único de Saúde. Hoje, o CONAS ele é respeitado mundo afora por ser uma voz apolítica do Sistema Único de Saúde. Non politique du système public de santé. Vous me permettez de compléter. Le système de santé au Brésil, le système public, a une singularité, c'est que nous avons une gestion tripartite. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le ministère fédéral qui donne des ordres. Il faut se mettre en accord avec le Conseil national de ministres provinciaux de la santé et avec le Conseil des secrétaires municipaux de la santé. Donc, ce sont trois gestionnaires d'un système public qui doivent agir ensemble. Et donc, les sujets, les politiques sont toujours établis par consensus. Ici, ce consensus, c'est pas simple d'atteindre, évidemment. Des fois, on met de semaines, des mois pour éliminer les discordances, etc., pour arriver à un dénominateur commun. Là aussi, ça nous fait un peu rêver, mais c'est ça la richesse des échanges avec un grand pays comme le Brésil et son système unique de santé, et aussi, oui, des réussites qu'il y a dans ce système de santé au Québec, mais qui cherche particulièrement dans la période actuelle, là, de 2025, qui cherche encore à s'améliorer avec la création d'un organisme qui s'appelle Santé Québec et qui aura tout avantage à s'inspirer, à voir quels sont les éléments de réussite et sur quelle base pour le Québec, oui, comme les échanges entre les secrétaires municipaux à la santé, les secrétaires d'État à la santé, le ministre fédéral, à obtenir un consensus, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais il faut avoir une conception. Et là, docteur Cupertino, ça fait au-delà de 30 ans que vous avez des échanges avec le système de santé québécois et les dirigeants aussi. Bon, est-ce qu'on peut se tirer déjà là une espèce de ligne directrice de la nécessité de ces échanges comme un élément d'enrichissement pour le développement de part et d'autre? Tout à fait. Je pense que nos systèmes sont confrontés pratiquement aux mêmes défis. Et des fois, à cause de la culture, à cause d'une série de circonstances, on est capable de trouver des pistes de solutions. J'ai dit des pistes parce que n'a pas de Père Noël, ni ici, ni là-bas. Hein. Il y a toujours des problèmes, les systèmes ne sont pas disons, parfaits. Hein. Ils ont pas mal de défis à surmonter, mais nous sommes capables d'apprendre les uns avec les autres. Et surtout, nous sommes capables de défendre ces systèmes parce qu'ils sont toujours menacés. Il y a toujours des menaces, des intérêts derrière certaines actions, certaines réflexions. Donc il faut le défendre en tant qu'un patrimoine, et j'insiste là sur ce mot, un patrimoine de citoyenneté. Ce n'est pas question d'écarter, par exemple, le secteur privé. Non, mais posons-nous la question. Quel est le rôle du privé? Quelle sera sa place? Évidemment, sur la gouverne du public. Hein? Il faut bien définir ça pour enrichir la société, enrichir la population des santé, la rendre plus saine, plus heureuse et avec moins de ressources, c'est-à-dire faire beaucoup plus avec le même sous que nous avons, les mêmes moyens que nous avons maintenant. Je vais conclure notre entretien, là. On pourrait le prolonger, le multiplier, on verra là, avec Dr Fabio.
la participation citoyenne comme base du développement, du déploiement du système. Certains vont dire que c'est comme un handicap parce qu'il faut parler à tout le monde. Et est-ce que ça vous prive d'autorité comme ministre de la Santé d'être à l'accompagnement des citoyens ou si c'est un énorme avantage? Je sais que ma question comporte un élément de réponse, là, mais quels sont les éléments importants pour un ministre de la Santé de baser son action sur la participation citoyenne possible, concrète, réelle? Com relação a essa participação cidadã. Se nós olharmos o cidadão como alguém fora desse processo, nós estaríamos fazendo errado. Eles são o centro de todo esse processo de saúde. Nós temos que focar neles. E por isso a participação cidadã, a participação social é fundamental nos conselhos de saúde. Então nós temos conselhos locais de saúde, por exemplo, conselhos hospitalares de saúde, conselhos em bairros, onde sempre temos metade deste conselho formado por usuários, aqueles de fato que nós temos o sistema para atender. 25% são gestores de saúde e 25% trabalhadores de saúde. Então, dessa maneira, de forma majoritária, focado nos usuários, nós temos uma forma de proteção. Porque os maiores interessados no sistema de saúde forte e universal é o próprio usuário. Eles são, de fato, aqueles que mais se preocupam nesse dia a dia. Então, nós temos os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Então, estes conselhos, sem dúvida nenhuma, são protagonistas e protetores do sistema de saúde, não permitindo retrocesso. Tivemos diversos momentos em que havia tentativas de retrocesso do sistema de saúde e o controle social foi fundamental para não permitir o retrocesso. Quelques mots de ce que vient nous dire aussi Dr. Fabio, bien sûr, parce que c'est tellement important ce message-là qu'il vient nous donner là, pour nous au Québec en termes de système public, mais aussi pour l'accès des citoyens en général, dans quelques pays que ce soit, à des services de santé qui tiennent compte des principaux intéressés, c'est-à-dire des citoyens. Et ça, c'est important de signaler que c'est défini dans la loi. Donc, il y a une loi qui définit bien le rôle, la constitution des conseils de santé et aussi des conférences de santé qui tiennent tous les 4 ans. Oui. Donc, dans ces conférences qui ont un rôle ascendant en matière de discussion, ça commence dans les municipalités, après dans les provinces, au niveau des provinces et finalement au niveau national. Les grands enjeux, les problèmes que la population entend le plus important sont mis en discussion. Et ils sont présentés pour que les autorités de santé puissent dire quelque chose et faire quelque chose de façon à essayer de résoudre ces problèmes. On va conclure ce balado, ce véritable documentaire sur les systèmes uniques de santé, mais particulièrement avec le Brésil et le Québec, au moment où toutes sortes d'obstacles, de difficultés se présentent à nous, autant au Brésil, pour défier ce besoin de services toujours en augmentation, puis les moyens souvent qui sont insuffisants. Alors, je veux vous remercier d'abord, Dr. Fabio, d'être ici au Québec là, pour dire, nous, ce qui est important pour nous au Brésil, ça doit l'être pour nous autres aussi au Québec, c'est d'abord au niveau de la prévention. D'abord au niveau de la prévention et de la réduction de la maladie. Et donc, toute notre action doit être centrée sur comment la citoyenneté, dans le privé, s'exerce au niveau de sa santé. E entender também como o setor privado pode contribuir com isso. Muito obrigado, professor Trudel, pelo convite de estar aqui, e eu coloco um ponto importante para todos que nos ouvem e nos veem aqui. Apesar que o Brasil ele tem uma realidade socioeconômica mais parecida com os países latinos, nosso sistema de saúde é muito parecido com o de Quebec. Então podemos contribuir muito, receber contribuições e contribuir. Então essa minha vinda aqui está me surpreendendo positivamente e espero receber
no Brasil, em Minas Gerais, toda uma equipe do Ministério de Saúde do Quebec, para que eles possam vivenciar como estou tendo essa oportunidade aqui e acharmos caminhos de melhorias tanto no Brasil quanto no Quebec. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também ao Ministério da Saúde por ter nos recebido muito bem. E volto com o compromisso de fortalecer, junto com o Fernando, um grande defensor e criador dessa parceria, que esse laço se fortaleça e a gente tenha gerações futuras com um sistema de saúde ainda mais forte. Alors, on remercie en particulier donc le docteur Fernando Cupertino. On est tellement heureux, et je suis le premier partisan, là, hein, tellement heureux d'avoir cet échange à travers votre expérience du système unique de santé au Brésil et de l'enrichissement mutuel qu'on peut. Ça fait 30 ans que le Québec peut compter sur votre complicité. Et effectivement, comme vient de le dire Dr Fabio, entre les ministères, donc, qui sont aussi responsables, et puis c'est le rôle vous êtes le président de la conférence luso-francophone de la santé. C'est précisément ce que l'on cherche, de soutenir, je dirais même de provoquer des discussions, des échanges pour de l'enrichissement mutuel. Alors, Dr Cupertino, merci de votre participation aussi, puis continuons d'être le meilleur ami du Québec, nous, du Brésil, puis je vais en profiter parce que, bon, les minutes filent. Remercier aussi le vice-président aux affaires internationales qui a fait la traduction avec nous, Normand Asselin, de la conférence de l'Ouest-Francophone. Puis je vais mentionner aussi quelques noms. Eh bien, ça prend toujours quelqu'un à la technique, Paul Lavigne, qui religieusement nous assiste et qui a tout monté ça. Je vais remercier aussi Nicolas Deslauriers, qui est le président de cet organisme sans but lucratif, de cette radio numérique qu'on peut capter à travers le monde, cnv.ca. Je veux le remercier de cette ouverture, de nous permettre donc d'être ensemble et de parler de quelque chose, d'un élément qui nous passionne, le service public dans le domaine de la santé. Alors, je vous laisse le dernier mot de conclusion, docteur Cupertino. Merci. C'est un mot de remerciement tant à vous qu'au ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous avons une semaine très très riche en matière d'échanges, de discussions. Et j'ose croire que nous aurons des retombées importantes dans la perspective des échanges d'expériences et même possiblement des visites techniques de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux au Brésil pour regarder un peu plus près ce qu'on a été capable de faire jusqu'à présent, quels ont été les échecs, quelles sont les perspectives et comment est-ce qu'on peut s'enrichir mutuellement au profit de la population. Évidemment, remercier d'une façon bien spécifique le docteur Fabio Baccaretti, qui donc préside l'organisme qui regroupe les secrétaires d'État de santé. On est très, très, très heureux d'entendre votre voix et qui avait l'expérience du terrain comme ministre et qui, vous l'avez décrit, s'appuie d'abord sur, je dirais, l'expérience citoyenne pour bien réussir. Soyez sûr que on va vous décorer de l'ordre des Amis du Québec. Et vous allez toujours être bienvenus ici parce que on a besoin de cet échange mutuel avec des gens généreux comme le docteur Fabio. Merci beaucoup. Muito obrigado. Alors, merci beaucoup. On va faire en sorte que ce balado, ce documentaire, il va être mis sur YouTube. On va partager le lien là, mais surtout sur YouTube, on pourra le retrouver dans la chaîne Colifras et dans d'autres chaînes aussi, pour faire en sorte que tant au Brésil qu'au Québec, on puisse puiser lorsqu'on on en sent le besoin, que c'est une inspiration, quels sont les éléments de réussite. Et le docteur Cupertino le dit, et aussi les échecs que nous avons. Mais comment on peut apprendre chacun? Des fois, on apprend plus des échecs que de succès. Tout à fait. Alors, merci beaucoup de votre collaboration. On vous souhaite, merci d'avoir été avec nous au Québec pour une semaine entière en termes d'échange, et on espère qu'on pourra, à travers d'autres expériences de séquences similaires, on pourra se retrouver. Merci beaucoup de votre généreuse contribution. Merci à vous. Alors, nous, on va se retrouver donc sur YouTube, en particulier, au cours des prochaines semaines et des prochains jours.